RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi, voici le journal. À la une, ICS Moro, un chauffeur de l'entreprise Diwan torturé par des Chinois aidés par des Sénégalais. La victime aurait refusé de signer une fiche de paie truffée de ponctions qu'elle ne comprenait pas. Les présumés tortionnaires ont été arrêtés. La victime a déposé une plainte. Sangomar, Woodside sort le premier baril de l'espoir. Le Sénégal entre ainsi dans le cercle des pays producteurs de pétrole, mais il faudra encore attendre. La période d'essai peut durer au moins 6 mois. Université Amadou Mahtar Mbow, les travailleurs réclament leur salaire, tout comme les travailleurs du FERA qui sont restés 8 mois sans salaire. Ils interpellent tous les nouvelles autorités à quelques jours de la Tabaski. Campagne agricole mise en place et distribution des semences et intrants. Les opérations sont effectives dans plusieurs régions, mais seules les semences plutôt d'arachide sont disponibles. Le point dans ce journal. Mobilisation pour la cause palestinienne. La société civile sénégalaise pose sur la table plusieurs exigences. L'expulsion de l'ambassadeur d'Israël et la suspension des relations diplomatiques entre Israël et le Sénégal. 40 000 morts et plus de 80 000 blessés, ça suffit. Cri de la société civile qui demande à ce que Jérusalem-Est soit reconnu comme capitale de la Palestine. Ils vont se succéder sur cette antenne dans ce midi. Georges Déthié pour les actualités internationales, Malal Diagne Junior pour le sport et Mohamed Ali Mouba pour la revue de la presse. Projet Sangomar, sortie du premier baril de pétrole, enjeux et perspectives. Est-il possible de renégocier les contrats avec cette nouvelle donne? Rendez-vous avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Ce sera en fin de journal. Bienvenue à tous à la technique de ce journal. Abdoulaye Diop. D'abord, Mansour Dieng, notre confrère décédé hier. Il repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Mansour était très connu à travers son magazine Icône qui faisait dans la presse People. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital Fann. Ses proches et anciens collègues journalistes retiennent de lui un homme bien professionnel qui a toujours gardé de bonnes relations avec ses confrères. Boubacar Dieng a participé à la prière mortuaire. J'ai pas assez de mots parce que je dirais que je suis sur le choc en fait. Au bord des larmes, la mine triste Maïmouna Diop s'efforce de placer quelques mots de témoignage sur Mansour Dieng, l'homme qui en partie a fait d'elle une journaliste. Parce que je dirais que si j'ai côtoyé la presse aujourd'hui, c'est grâce à tonton Mansour, comme on l'appelait affectueusement. Il a travaillé avec nous au Soleil, avec mon défunt père, Cheikh Tidiane Diop. Il était aussi aux Nouvelles Imprimeries du Sénégal, que tout le monde connaît à travers le quotidien Le Soleil. Un oncle, un ami, un confident qui nous a inculqué de très bonnes valeurs. Un grand professionnel du métier. Moi, je ne garde que de merveilleux souvenirs de lui, parce qu'il nous a couvés, il nous a aidés à aller de l'avant, il nous a aidés à aimer cette profession-là qu'est la presse. Les mêmes valeurs, c'est ce que les proches retiennent de Mansour Dieng. Sylvie Ndiaye, une fidèle amie du défunt. C'est l'homonyme de mon fils. C'est un gars qui est très bien, il n'a pas de problème. Peut-être, il a toujours collaboré avec les gens, avec son journal. L'un des précurseurs de la presse People au Sénégal s'est éteint hier. Le patron du magazine Icône était également un spécialiste de l'édition. Il a participé à la création de nombreux journaux d'entreprise et même de structures du secteur public. Tonton Mansour repose en paix, vraiment. Vraiment, je suis désolée, vraiment, mais je prie et nous continuons à prier avec lui. Mansour Dieng repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Que la terre lui soit légère. Il est midi, 5 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Mboro Diwan, une entreprise chinoise installée aux ICS, un chauffeur qui aurait refusé de signer sa fiche de paie parce que truffé de ponctions qu'il ne comprenait pas, a été torturé par des Chinois aidés par des Sénégalais. La victime a porté plainte et les présumés tortionnaires arrêtés. Ils sont en garde à vue à la gendarmerie de Mboro. Cheikh Anta Diop. Il s'appelle Ibrahim Fall, chauffeur dans une entreprise chinoise nommée
Diwan installé aux ICS Moro. C'est cet homme qui a été malmené, torturé par ses employeurs des Chinois. Quelles sont les véritables raisons? La victime explique. Je suis un chauffeur de camion. Pare-brise, mon véhicule s'est cassé. Ils m'ont demandé d'arrêter le travail pour 2 jours. Ils sont encore revenus pour me dire maintenant c'est pour 1 semaine parce que vous êtes incorrect. Je suis allé à l'inspection du travail de Thiès. L'inspecteur m'a demandé de retourner au travail. À la fin du mois, je suis allé pour récupérer mon argent. Son retour sur les lieux de travail sonne comme une défiance et le pire arriva. Ils ont attendu jusqu'au lundi 10 pour m'appeler afin de me remettre l'argent à condition que je signe un document dont j'ignore le contenu. Ce que j'ai refusé, c'est sur ces entrefaites que j'ai été pris à partie, torturé et violenté. J'ai porté plainte auprès du procureur de Thiès. La victime demande que justice soit faite. Pour l'instant, les mises en cause sont en garde à vue à la gendarmerie de Mboro. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je vous l'annonçais, cette mobilisation pour la cause palestinienne, la société civile sénégalaise qui pose sur la table plusieurs exigences, entre autres l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël et la suspension des relations diplomatiques entre Israël et le Sénégal. 40 000 morts et plus de 80 000 blessés, ça suffit, crie la société civile qui demande à ce que Jérusalem-Est soit reconnue comme capitale de la Palestine. Nous y reviendrons avec Koumba Sandiane Faye. Notez que la société civile, ces organisations de la société civile donc, demandent par ailleurs aux imams et oulémas du Sénégal de boycotter les dons de moutons en cette période de Tabaski, des moutons le plus souvent offerts par Israël. Une randonnée pédestre est prévue le 23 juin prochain pour dire non à ces massacres. Nous y reviendrons avec Koumba Sandiane Faye, la société civile sénégalaise donc, qui donne une conférence de presse sur cette situation. Je vous l'annonçais tout à l'heure, projet Sangomar Woodside qui sort le premier baril de l'espoir. Le Sénégal entre donc dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Mais il faudra encore attendre. La période d'essai peut durer au moins 6 mois. Mohamed Ali Mouba avant la fin de ce journal. Le temps d'aller à l'université Amadou Mahtar Mbow avec les travailleurs qui réclament leur salaire à quelques jours de la Tabaski. Ils interpellent le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, le docteur Abdourahmane Diouf Younoussa Ba, le secrétaire général du SAPSU, CROUS, et membre de l'intersyndicale du CROUS de Diamniadio au téléphone avec Awambaye. La situation actuelle, c'est que nous sommes restés jusqu'au 12 juin, sans percevoir nos salaires du mois de mai. Et pire, le mois d'avril passé, nous avons vu que nos salaires ont été diminués de 40 000, même allant jusqu'au pile de 200 000 francs, et sans aucun justificatif venant de l'administration. En tant que syndicaliste, nous avons fait les démarches nécessaires pour savoir quel est le problème. L'administration nous a dit qu'ils ont déposé les états de paiement au niveau du Trésor, et il y a un blocage au niveau du Trésor. On ne sait pas quel est donc le problème de ce blocage. Nous demandons qu'on nous paye nos salaires parce que nous préparons les fêtes de Tabaski. Des mères de famille, des pères de famille qui sont restés jusqu'au 12 sans percevoir le salaire, c'est inadmissible. Ils ont violé le code du travail qui dit que le travailleur doit percevoir son salaire ou le maximum le 8 de chaque mois. De ce point de vue, nous interpellons le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Elhadji Abdourahmane Diouf, qu'on nous paye nos salaires avant, plus tard, vendredi, parce que nous avons besoin de cet argent pour régler certaines situations qui sont déjà difficiles pour la préparation de la fête de la Tabaski. Le même cri du cœur du côté des travailleurs du FERA, le fonds d'entretien routier autonome. Ces travailleurs qui sont toujours dans la tourmente, ils risquent même de passer la fête de Tabaski sans sous, et c'est parce qu'ils sont restés 8 mois sans percevoir leur salaire. C'est le cas pour les agents qui sont à Richard Toll, où l'on retrouve Mamadou Diagne. Après une première sortie sans succès, les agents du FERA de Dagana et de Richard Toll sont passés à la vitesse supérieure en envahissant l'avenue Jacques Mimran de Richard Toll pour se faire entendre. Ces derniers réclament les 8 mois d'arriérés de salaire. Sadi Boumbo, chargé des relations extérieures du collectif interdépartemental des travailleurs FERA de la région de Saint-Louis. On est là, plus de 8 mois sans salaire et que c'est déplorable. Parce que c'est dire en tant que soutien de famille et père de famille, d'être là en tant que des cantonniers qui sont dans les rues de 8h à 14h en train de nettoyer les rues, donner tous leurs efforts en corps et âme. Cette demande, c'est la deuxième fois. La troisième fois, ce ne sera pas la même. On va se manifester.
Il faut que ça soit clair. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd puisque le directeur général de la société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose d'Ambotia a promis de faire des efforts pour que le problème soit réglé. C'est le défunt régime qui a créé les conditions de travail difficiles des travailleurs de FERA. Et c'est ce régime-là également qui a fait qu'aujourd'hui FERA ne peut pas avoir un traitement régulier des salaires. Donc ce nouveau régime va trouver des solutions. Et nous allons accompagner ce nouveau régime. Avec mes conseils, trouver les stratégies pour discuter avec le gouvernement pour que des solutions soient trouvées et que vraiment ces travailleurs-là puissent être payés le plus rapidement possible. Malgré cette promesse, ces travailleurs interpellent la nouvelle directrice du fonds d'entretien routier autonome Soukeyna Diop pour une diligence de leur dossier. Nous lançons un appel solennel, Madame la directrice Soukeyna Diop, qu'elle puisse réagir au plus vite possible pour régler ce problème au niveau de la FERA. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Campagne agricole 2024, les opérations de distribution des semences et intrants sont maintenant effectives dans plusieurs régions. Toutefois, seules les semences d'arachide sont pour le moment disponibles, mais les directions régionales pour le développement rural appellent les agriculteurs à plus de patience. Les opérateurs ont jusqu'au 14 juin pour distribuer l'ensemble des semences. Anna Rocha. Après plusieurs semaines d'attente, les semences commencent à être acheminées dans les régions. À Kaolack, les opérations ont démarré depuis 12 jours, explique Samba Ndaoutal, directeur régional du développement rural de Kaolack. C'est le 31 mai que le premier chargement de semences d'arachide et le premier chargement d'engrais ont été réceptionnés à Kaolack, Ndiédiène et à Dar es Salaam. Donc déjà pour l'arachide, on est à environ 10% de taux de réception. Pour l'engrais, on est environ aussi à 10%. Par rapport à la date de démarrage de l'hivernage, il faut dire à Kaolack, la date normale comparée aux 30 dernières années, c'est le 20 juin. Aujourd'hui, on a encore 9 jours et certainement d'ici là, on aura le temps d'être à un taux très satisfaisant, très acceptable. À Fatick, la mise en place des intrants a également débuté la semaine dernière. Et pour le moment, seules les semences et engrais d'arachide sont disponibles. Abdoulaye Kamara est à la tête de la DRDR de la région. Pour les semences d'arachide, les mises en place touchent les 3 départements, Fatick, Gossas et Foundiougne. Pour les engrais, le NPK 62010 qui va sur l'arachide, les mises en place concernent pour le moment uniquement le département de Gossas. Les opérateurs ont pour dernier délai de mise en place le 14 juin. Maintenant, ceux qui n'auront pas rempli leurs obligations à partir du 14 juin, le ministère de l'Agriculture peut à tout moment attribuer leur quota à un autre opérateur qui est dans de meilleures dispositions pour mettre en place rapidement. Malgré les innovations apportées par les nouvelles autorités dans la distribution des semences et des intrants, aucun problème majeur n'a été relevé dans ces deux régions, selon ces autorités locales. On rappelle que le budget des intrants est maintenant porté à 120 milliards de francs CFA. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Lutte contre les violences basées sur le genre, Enabel multiplie les initiatives en renforçant les compétences des acteurs pour une meilleure prise en charge des victimes. À Kaolack, il a été souligné la nécessité de collaborer avec les acteurs locaux pour mettre un terme au phénomène qui prend de l'ampleur dans la région. Un centre d'accueil sera également construit là-bas à Kaolack, Fatoumbo. La prise en charge des victimes de violences basées sur le genre reste une priorité pour Enabel. L'organisation se consacre à la formation des acteurs clés pour améliorer leur engagement et leur efficacité. Mansour Diouf, représentant du ministère de la Famille et des Solidarités. Ces acteurs doivent être renforcés pour que les victimes de VBG soient mieux pris en charge. Mais souvent, le volet psychologique pose problème. C'était le moyen faible. Avec la recrudescence des cas de violence dans la région, une collaboration étroite entre tous les services est indispensable pour endiguer ce phénomène préoccupant. C'est une zone aussi où les cas de violence sont répertoriés aussi bien au niveau des familles, au niveau professionnel. Enabel en partenariat avec le CAOSP, l'AEMO, la santé, donc l'éducation nationale, donc tous les acteurs, le CEREPS, donc est dans cette réponse pour l'intérêt supérieur des victimes. Des recommandations ont été formulées pour les acteurs impliqués qui se préparent à intégrer le centre d'accueil unique dont l'ouverture prochaine
est annoncé. Abdoulaye Cissé, sur ce qu'on appelle l'écoute active, l'accueil des victimes et les mécanismes de référencement et de contre-référencement. Le premier centre d'accueil donc sera fonctionnel dans les prochaines heures et tous ces actes doivent être suffisamment outillés. Kaolack a accueilli un atelier de formation destiné aux acteurs de la chaîne de prise en charge des victimes de violences basée sur le genre. Cette initiative d'Enabel s'étend également aux régions de Kaffrine et Fatick, démontrant une approche régionale concertée. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. Fatumbo, santé, l'hépatite B, le diabète et l'hypertension artérielle qui sont en train de faire des ravages à Kaffrine. Plus de 250 personnes ont été dépistées au poste de santé de Kachot. Le médecin-chef du district sanitaire, Dr Kwadi Kanfo, informe qu'un dispositif va être mis en place pour sensibiliser davantage la population. Nous l'écoutons avec Ndeye Awabey. C'est fort de ce constat que les infirmiers chefs de poste, l'association en tout cas l'amicale, a bien voulu organiser cette journée pour vraiment aider les populations du département de Kaffrine. En termes de bilan, il faut dire qu'au total, environ plus de 250 personnes ont été vues. On a pu avoir 12 cas d'hyperglycémie. Ils ont en tout cas des chiffres qui sont élevés par rapport à la normale. Il faudra qu'on suive ces patients. Est-ce qu'effectivement il s'agit d'un diabète? Nous avons également fait le dépistage pour voir l'antigène HbS. Parce que quand on sait que dans le Saloum, dans le Ndoukoumane, on a beaucoup de cas, n'est-ce pas, d'hépatite B, mais quand même on a eu à dépister au moins 17. Ce qui donne une incidence vraiment de 6,5%. Une incidence, c'est le nombre de cas positifs par rapport au nombre de cas vus. À côté de ça, nous avons l'hypertension artérielle, n'est-ce pas? On a eu 119 personnes qui ont des chiffres tensionnels élevés sur les 258 qu'on a vus, ce qui donne une incidence environ les 46%. On a pu faire 216 enfants circoncis, ce qui est énorme. Donc dire simplement que vraiment c'est une activité d'une importance capitale qui aide, n'est-ce pas, les populations du département de Kaffrine à pouvoir se prendre en charge. C'était donc le docteur Kwadi Kanfo et nous revenons sur ce premier baril de l'espoir sorti des profondeurs de Sangomar Offshore. Le Sénégal attend les retombées bien sûr, mais il faudra encore patienter un peu, attendre la période d'essai et le seuil de rentabilité du brut après investissement. Tout est donc sur ce seuil de rentabilité, nous dit Mohamed Ali Mouba. Woodside a tiré ce mardi son premier baril de pétrole du champ de Sangomar Offshore, mais il faut plutôt dire que tout cela entre dans le cadre des essais techniques. Durant 6 mois, techniciens et autres vont procéder à des tests, des contrôles, des vérifications pour voir si les installations qui lui restent très lourdes répondent aux normes de fonctionnement en la matière. Une fois l'usine lancée à plein régime, le Sénégal va attendre encore un moment avant de voir la production de pétrole impacter son budget. Les premiers barils vendus sont destinés avant tout à amortir les investissements consentis par Woodside. Les choses vont commencer donc à bouger à partir d'un certain seuil de rentabilité, seuil à partir duquel l'actif devient profitable. Woodside, vous le savez, est actionnaire principal avec 82% des parts contre 18% pour le Sénégal qui devra rembourser plus de 274 milliards CFA que l'opérateur avait mis à la disposition de Petrosen pour financer sa part des côtes. Toujours est-il qu'à terme, 300 milliards de francs CFA sont attendus par an. Midi 19, nous parlons à présent de la Tabaski. Tabaski 2024, direction Mbour. Mbour où plusieurs tailleurs sont aujourd'hui submergés. Depuis quelques jours, ils ne prennent plus de commandes pour ne pas décevoir les clients le jour de la fête. Ndeye Mati Dieng. Ce genre de machine à coudre, il y en a plusieurs dans cet atelier de couture très célèbre à Grand-Mbour. Le maître couturier Pape Thiam dit avoir déjà terminé plusieurs commandes. Il nous liste les modèles qui sont en vogue pour cette fête de Tabaski 2024. Jasner est tendance, comme à chaque année. Il y a aussi les tissus perlés qui sont très en vogue. Les tailleurs en font des robes très chic et jolies. J'en ai eu plusieurs commandes et je les ai presque terminées. Oumar Diouf, un autre couturier, se dit saturé. Parfois, il est contraint de prendre les commandes de ses clients qui viennent au dernier moment. À un moment donné, nous arrêtons de prendre les commandes, mais certains clients nous forcent la main. Mais je dis niet, parce que je sais que je n'aurai pas le temps de tout terminer. La plupart de ces couturiers travaillent sous une pression énorme, surtout en cette fête de Tabaski.
Nous vivons une pression inexplicable. Les clients sont tous venus au dernier moment et chacun veut récupérer sa commande à temps. Ils doivent venir tôt pour que nous aussi nous puissions passer la fête avec nos familles. C'est la course contre la montre chez les tailleurs à moins d'une semaine de la fête de Tabaski. Ils ont tous une prière commune, terminer toutes leurs commandes avant le jour J. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Georges Détidio, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Israël accusé de crimes contre l'humanité pour extermination par une commission d'enquête de l'ONU. Selon les enquêteurs onusiens, les autorités israéliennes et la branche militaire du Hamas sont responsables de crimes de guerre. Ils tiennent aussi 6 autres groupes armés responsables de meurtres, de tortures et de violences sexuelles. La commission onusienne a présenté son rapport ce matin à Genève. À Wambaye. Une commission d'enquête de l'ONU a assuré ce matin qu'Israël est responsable dans la bande de Gaza de crimes contre l'humanité, notamment pour extermination. Elle accuse les autorités israéliennes et les groupes armés palestiniens de crimes de guerre depuis le 7 octobre. Les crimes contre l'humanité, d'extermination, de meurtre, de persécution fondée sur le genre, ciblant les hommes et les garçons palestiniens, de transferts forcés d'actes de torture et de traitements inhumains et cruels ont été commis par Israël, selon les termes du rapport de cette commission qui a été créée en mai 2021 par le Conseil des droits de l'homme. L'ambassade d'Israël à Genève a immédiatement accusé cette commission de discrimination systématique contre Israël. Selon ces termes, cette commission d'enquête a prouvé une fois de plus que ces acteurs sont tous au service d'un agenda politique contre Israël. À Wambaye, Burkina Faso, Georges Lenu qui demande des enquêtes sur les exactions et massacres contre des civils. Le haut commissaire aux droits de l'homme a demandé au gouvernement de transition de lancer des enquêtes sur les responsables de ces massacres. Selon la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Burkina Faso, en tant que signataire des conventions des Nations Unies, ne peut pas se soustraire à cette demande, mais cela pourrait prendre du temps. Selon l'ONU, les exactions et massacres contre les populations civiles sont commises par les terroristes, mais aussi par les forces de sécurité nationales. Au Malawi, 21 jours de deuil pour le vice-président Saulos Chilima. 21 jours de deuil à compter de ce mercredi. Les drapeaux seront en berne durant toute cette période. Le gouvernement a déclaré que le vice-président serait honoré par des funérailles nationales après sa mort dans un accident d'avion avec 8 autres personnes. Le président Lazarus Chakwera a nommé un comité ministériel chargé de superviser les préparatifs des funérailles, mais aucune date n'est encore annoncée. Législative anticipée en France, la prise de parole de Emmanuel Macron ce matin en conférence de presse, il dit assumer totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification après la large victoire du Rassemblement national au scrutin européen. Macron a défendu défendre la Constitution pour les législatives d'un bloc progressiste démocratique républicain face aux extrêmes. Au Koweït, pour terminer, plus de 35 personnes ont péri dans l'incendie d'un bâtiment situé dans une zone densément peuplée par des étrangers. Selon le ministère de l'Intérieur, l'incendie a également fait 43 blessés. Le propriétaire du bâtiment a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur une éventuelle négligence. Merci beaucoup Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Projet Sangomar, sorti du premier baril de pétrole, enjeux et perspectives. Est-il possible de renégocier les contrats avec cette nouvelle donne? Rendez-vous tout à l'heure dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Nous serons avec le professeur Patrice Badji, agrégé des facultés de droit spécialisé en contrats pétroliers et auteur d'un ouvrage sur le pétrole et le gaz au Sénégal, et Cheikh Sadibou Diouf, consultant pétrolier, formateur dans les métiers du pétrole. RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. Coupe du Sénégal, on joue les demi-finales cet après-midi. Au programme, l'équipe de Louga, les Férus du foot qui jouent contre le Jaraaf de Dakar à Louga. L'heure est à la mobilisation. Nafisa Toundé. C'est le sujet favori à Louga. Ici, au quartier Serigne Bara, les supporters sont prêts à accompagner leur club lors de la confrontation de cet après-midi. À Mambaye, un supporter des Férus de foot.
tey moom ñëpp a mobilisé Louga gépp sax laay wax ko xam nga Louga moom te Louga xew la quoi parce que Ndiambour ak A2F lépp benn ko tey supporteru Ndiambour supporteru ASC Penci supporteru dëkkandoo yi supporter ñëpp jamono tout waa Louga gépp doon mobilisé pour ànd A2F incha allah pour nu am ndam quoi lépp na ni woo Azico supporter Azico ASC Penci sax ñu ngi préparé ñëpp ñu ngi préparé. Doudou Diop, dit Dots, est le chargé de communication de l'équipe Azak Ndiambour, un autre club de la commune. Il abonde dans le même sens. On est déterminé, tout Louga est derrière l'équipe de A2F qui a fait un bon parcours et qui n'a pas de complexe par rapport à quelque équipe que ce soit. C'est vrai que ASC Jaraaf, c'est une équipe en tout cas traditionnelle, une grande équipe, mais vu le parcours de A2F, en tout cas, nous les supporters, on est derrière l'équipe et aujourd'hui pour le match de demi-finale face à ASC les Jaraaf de Dakar, les Lougatois se sont mobilisés comme un seul homme pour en tout cas pousser l'équipe. Les ASC de Louga, les 32, ont même participé en envoyant leurs supporters. Amadou Sy, amateur de football et d'origine saint-louisienne, il est venu jusqu'ici pour suivre la demi-finale de la Coupe du Sénégal. D'autant plus qu'on est des sportifs, on est des amateurs du foot, donc on regarde que le foot, donc raison pour laquelle donc on a fait ce déplacement-là, donc pour venir ici à Louga, donc dans ce cadre donc de regarder le match. Et nous espérons d'assister à un match très présent. Les supporters lougatois sont prêts à aller à l'assaut du Jaraaf. Tous se donnent rendez-vous au stade pour décrocher une place en finale de Coupe du Sénégal. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. À l'instar des supporters de Louga, ceux du Jaraaf également sont en route pour aller pousser leur équipe en terre lougatoise sur le Tcham. Le Jaraaf de Dakar compte défendre son titre bec et ongle. Pour cette demi-finale de la Coupe du Sénégal, le club de la Médina fera face à une équipe régionale, l'Académie Les Férus du Foot, qui a bousculé jusqu'ici la hiérarchie. Donc, un adversaire à respecter, selon le portier des Verts et Blancs, Cheikh Londoy. On va l'aborder comme les autres matchs. On ne veut pas sous-estimer cette équipe. Bien vrai que c'est une équipe régionale, mais on va leur montrer de quoi on est capable, sans les sous-estimer. Mes coéquipiers et moi comptons boucler ce match dès la première période pour pouvoir encore jouer une finale. Collectivement, nous sommes prêts. Pour ce grand rendez-vous du football, le Jaraaf de Dakar a sonné la mobilisation. Une grande caravane pour pousser l'équipe vers le chemin de la victoire, souligne ses supporters. Le club a mobilisé beaucoup de moyens pour faire un déplacement, pour soutenir l'équipe. Aujourd'hui, le club a pris en charge, je pense qu'on va se déplacer avec 5 bus de 60 places. Le club a pris les supporters en charge pour une grosse mobilisation pour aller prendre la qualification contre l'Académie Férus du Foot. Une équipe qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait quand on est en demi-finale, on est automatiquement une bonne équipe. Donc on doit se préparer en conséquence à rencontrer toute une région. Toute la région de Louga sera derrière l'Académie Férus du Foot. Donc nous aussi, de notre côté, on a sonné la mobilisation et on va se déplacer en masse pour une qualification. Le Jaraaf de Dakar reste l'équipe la plus titrée de cette compétition avec 16 trophées contre 6 finales perdues. Alors, les Verts et Blancs veulent venir à bout de cette équipe lougatoise pour disputer une 23e finale de la Coupe du Sénégal. L'autre demi-finale va opposer la Jeanne d'Arc de Dakar à l'équipe de Mbour, Petite Côte. La Coupe du Sénégal également pour les dames avec les quarts de finale qui sont joués ce matin. L'équipe du US Parcelles a battu Kaolack FC à la série des tirs au but, 3-0. À la fin du temps, le score était d'un but partout. Aigle de Médina a atomisé les Amazones de Grand Yoff 6-0. C'est le score final de la rencontre. Basketball à présent, Malal, la Coupe du Maire, les quarts de finale cet après-midi au Stadium Marius Ndiaye. 2 matchs chez les hommes. US Parcelles contre l'équipe de Bop. Port joue contre l'Union sportive de Wakam. Ces rencontres sont prévues au Stadium Marius Ndiaye. Merci beaucoup Malal Diane Junior. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le Sénégal, officiellement pays producteur de pétrole. Enfin, le premier baril de pétrole sort de terre, sort du champ pétrolier Sangomar. Il est là, soupir Walfatri, baril d'espoir Bichon, le quotidien. Fausse oil dans le champ de Sangomar, soupir Vox Populi, fausse oil. Faste histoire, pointe l'observateur. C'est l'aboutissement du travail de toute une génération, réagit Mamadou Faye, le DG de Petrosen dans le soleil. Le journal répercute les propos du président Bassirou Diomaye Faye qui s'engage à sauvegarder
sauvegarder les intérêts intergénérationnels. Le Sénégal dans une nouvelle ère, le journal L'Info relève que c'est un jour historique pour le Sénégal et pour Woodside, étape clé de l'exploitation pétrolière au Sénégal. Une capacité nominale de production de 100 000 barils jour, une capacité de stockage de 1 300 000 barils et une qualité de brut d'environ 31 degrés API correspondant à la demande des marchés européens et asiatiques. Le journal explique ce qu'il faut comprendre des 10% de part du Sénégal dans le contrat qui sont passés à 18% et des modalités de partage des revenus. Depuis le jour pose l'équation. Commentaire du journal Le Quotidien. Sucré salé parle de bénédiction du pétrole. Le premier baril est sorti de son champ et il est escorté de chants de joie. Pour nous, le pétrole et le gaz vont être une bénédiction. Il faut regarder les succès. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Russie. Pourquoi l'or noir doit être une malédiction que pour les Africains? Pour le Sénégal, l'État a mis à jour les plateformes, contenu local, part de l'État, fonds pour les générations futures, le reste. C'est une question de gestion. Tout un pays est en apnée à Sangomar profond pour amorcer son développement. En attendant, GTA relève encore le confrère. Mais cette alerte orange d'experts après l'euphorie collective, le journal Sourça a donné donc la parole à ses spécialistes. Biram Diouf, expert sur les questions pétrolières, affirme qu'il y a une partie du baril qui va servir à payer les investissements. Ensuite, il y aura un partage entre Petrosen, la compagnie et l'État du Sénégal, mais tout dépend du nombre de barils par jour. Oumar Moussa, expert en contrat pétrolier, relève pour sa part que Petrosen doit maintenant être très vigilante. Elle doit retrousser ses manches. Il lui appartiendra de communiquer sur les différents coûts des différentes phases d'exploitation. Dans Vox Populi, Alioutine d'Africa Yom Center rappelle lui aussi que quand on a du pétrole, la première des choses qu'il faut cultiver, c'est la paix et la stabilité. En tous les cas, le Sénégal entre dans un club restreint, note enquête, avec nécessité de faire de nouvelles découvertes. De belles perspectives avec des milliards qui arrivent. L'argent de l'eurobond, les décaissements du FMI, c'est pour juillet. En attendant, Tribune relève que le Sénégal se porte mal en cette veille de fête. Ces moutons chers et argent introuvables, des moutons à partir de 150 000 francs CFA, une fête dans un contexte de hausse généralisée des prix. Busby le jour a fait le marché pour ses lecteurs. Le journal note que le marché est bien fourni en oignons et en pommes de terre. Ce sont là les ingrédients d'une bonne fête. Le journal qui plonge toujours ses lecteurs dans l'ambiance de la fête a promené son micro dans les rues de Dakar. Une femme se confie, elle dit « Je n'ai pas l'impression que la Tabaski, c'est dans une semaine. La fête se prépare avec des moyens et nous n'avons pas d'argent pour vivre l'engouement. Autant avant, on achetait des tissus et tout pour moi et mes enfants, mais cette année, je n'ai même pas la tête à la fête. Je me contente juste d'acheter de l'oignon, de la pomme de terre, les condiments, mais je garde quand même espoir que d'ici la fin de la semaine, que les choses bougent, mais pour le moment, tout est au ralenti. » Et puis, le décès de Mansour Yan, une icône de la presse sénégalaise. La presse sénégalaise qui perd d'ailleurs une icône, relève le journal Le Soleil. La presse perd un as du people, relève Busby le jour. Grand Mansour est parti sur la pointe des pieds, levé du corps et enterrement aujourd'hui. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Toutes nos excuses, quel souci donc avec le téléphone. Projet Sangomar, sortie du premier baril de pétrole, enjeu et perspective. Est-il possible de renégocier les contrats avec cette nouvelle donne? On en parle dans la rubrique Point de vue. Nous sommes en ligne avec Cheikh Sadibou Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes consultant pétrolier, formateur dans les métiers du pétrole. Nous devons être également avec le professeur Patrice Badji, qui n'est pas encore là. Je vous donne, il est là, oui. Monsieur Badji, professeur, bonjour. Bonjour monsieur. Et agrégé des facultés de droit spécialisées en contrat pétrolier et auteur d'un ouvrage sur le pétrole et le gaz au Sénégal. D'abord, je vous donne la parole en premier, professeur. Projet Sangomar, le baril d'espoir de pétrole donc qui est sorti. Le Sénégal qui entre dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Woodside, l'opérateur australien, actionnaire majoritaire dans le champ offshore Sangomar, situé au large du Sénégal, a donc extrait ses premières gouttes de pétrole. Un jour historique pour le Sénégal, pour reprendre les termes du communiqué
de la société. Alors, Woodside qui se fixe comme objectif de produire 100 000 barils par jour, c'est tout l'enjeu, non, au regard de la situation actuelle? Oui, permettez-moi de dire que cette exploitation est profitable aussi bien à l'État du Sénégal qu'au peuple sénégalais. Par rapport à l'État du Sénégal, en termes d'image de cet État, désormais le Sénégal rentre dans le cercle fermé des pays producteurs de pétrole, même s'il est très loin derrière des géants pétroliers africains tels que le Nigeria et la Libye. Mais en termes économiques, pour l'État du Sénégal, c'est une excellente chose. Si je me réfère au dernier rapport du Comité national IPE, oui, il a été démontré que l'État du Sénégal a eu à encaisser 242 milliards et 275 milliards qui ont été générés par le secteur extractif. Relativement au peuple, je crois que vous avez remarqué que depuis 2016, donc la loi constitutionnelle de 2016, il y a eu un changement de paradigme, c'est-à-dire l'article 25-1 de la Constitution précise que les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être gérées dans le souci d'améliorer les conditions d'existence ou les conditions de vie des populations. Donc, si on prend ces deux référentiels, c'est-à-dire l'État et également le peuple, on va se rendre compte que cette exploitation, ce premier baril qui sort de terre, est une excellente chose pour le Sénégal. C'est donc inédit. Oui, c'est absolument inédit. D'accord, c'est inédit. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur, le temps de donner la parole à M. Diouf. M. Diouf, le professeur l'a dit, hein, c'est inédit puisque ça intervient exactement 10 ans après l'annonce de la découverte faite en mai 2014 par l'explorateur britannique Cairn Energy et 60 ans après l'ouverture de la Société africaine de raffinage. La SAR, c'était en 1964. Mais aujourd'hui, on l'a entendu, le nouveau président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye, qui souhaite renégocier certains contrats miniers, pétroliers et gaziers pour qu'ils bénéficient davantage aux populations locales. Une option considérée comme risquée par certains acteurs, risquée pour l'investissement. À vos yeux, c'est risqué le fait de renégocier les contrats pétroliers avec cette nouvelle donne? Ou alors est-ce possible, tout simplement? Merci, monsieur. Je vous remercie de m'avoir accordé l'occasion d'en parler. Effectivement, on se réjouit quand même d'avoir eu notre force de travail sur le projet Sangomar. Et je félicite le ministère, je félicite Woodside et Petrosen, parce que depuis le FID jusqu'à aujourd'hui, moi je peux dire qu'ils sont restés dans les termes quand même d'un échéancier correct. Actuellement, tout le monde parle de renégociation des contrats. Il faut voir le contexte. Moi qui vous parle, moi je suis un technicien. Plus de 20 ans, j'ai participé à des projets de développement à travers l'Afrique, en ingénierie de détail, en construction et en commissioning. Il est bien vrai que la perception que j'ai sur ce volet modification des contrats ne sera pas en fait le même que les autres. De quel côté se situe la rumeur? La rumeur de modification des contrats, si on regarde bien, ça se situe du côté des politiques. Moi, je n'ai pas encore entendu un technicien parler de modification de contrat. Alors qu'on sait qu'un contrat de projet de développement, avant qu'il soit juridique, avant qu'il soit financier, il est d'abord technique. C'est la base technique qui définit ce qu'on appelle le CAPEX, le capital d'exploitation.
Si dans le contrat actuel, et il s'agit quand même de, rappelons-le, de Sangomar phase 1, si dans les termes du contrat, il y a des clauses qui permettent aux acteurs de justifier la nécessité de réviser le contrat, alors oui, s'il y a des clauses. Mais s'il n'y a pas de clauses dans le contrat initial, signé par toutes les parties, et sur cette base que le projet a été fait, moi je dis que s'il n'y a pas de clause de révision, moi je demande à nos compatriotes, et je souhaite que son Excellence, le Président de la République, écoute les techniciens. Il doit écouter les techniciens. Donc on ne doit pas engager une renégociation sur la base des raisons politiques. Pardon? On ne doit pas engager des négociations pour des raisons politiques, c'est ça? Non, on ne doit pas l'engager des raisons politiques parce qu'un projet pétrolier, il est d'abord technique. C'est le volet technique qui définit ensuite tout ce qui vient après, le côté financier, le côté juridique. Moi, si ce sont les techniciens qui sont assis autour d'une table, signer le contrat, qui reviennent me dire on va réviser, bon, moi je peux comprendre. Mais alors qu'un politique, moi je dis faisons attention à ça. D'accord. Je crois bien, l'heure n'est pas à la polémique. L'heure est au travail. L'heure est au travail. D'accord. L'heure est au travail. L'heure est au travail. Et je souhaite que le ministère Petrosen ERP mobilise les ressources humaines, mobilise le top management pour que cette phase, si ce contrat doit être évalué au cours de l'exploitation. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Diouf. Professeur Patrice Badji, professeur, le projet Sangomar, on le sait, est mené par la co-entreprise Rufisque Offshore, Sangomar Offshore Profond, qui est composé donc de Woodside, l'opérateur avec une participation de 82%, la Petrosen qui détient 18%. Il y a matière à renégocier, non? Oui, écoutez, monsieur, je m'inscris en droite ligne de mon co-débatteur. J'aimerais d'abord revenir sur les contours du verbe renégocier. Lorsque vous parlez de renégocier, cela suppose revenir sur les termes d'un contrat ou d'un accord. Cela suppose quoi? Se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on veut renégocier, qu'est-ce qu'on veut renégocier. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a des préalables à régler si on veut renégocier ces contrats. Et quels sont ces préalables? Quels sont ces préalables, justement? On spécifie qu'est-ce qu'il faut renégocier et pourquoi il faut renégocier. Donc, les raisons de la renégociation doivent être avancées. Et en filigrane, qu'est-ce que cela suppose? Vous savez, les contrats que nous avons aujourd'hui au Sénégal, tous les contrats sont des contrats de recherche, de partage, de production. Et c'est-à-dire que des contrats qui ont été conclus sous l'égide du Code pétrolier de 1998. Et dans le Code pétrolier de 1998, la négociation de ces contrats est renvoyée au décret d'application du Code de 1998. Ça suppose quoi? Il y a des ministères dédiés qui sont impliqués dans cette négociation. C'est-à-dire le ministère qui avait en charge les hydrocarbures, le ministère des Finances, vous avez aussi la Petrosen qui était impliquée, et enfin le président de la République. Donc je veux dire, il y a des organes impliqués dans cette négociation. Donc si aujourd'hui on s'inscrit dans la logique de renégocier des contrats, cela suppose quelque part qu'on remet en cause le travail qui a été fait jusqu'ici. Au-delà, bien sûr, des préalables que j'ai posés. C'est-à-dire, il faut qu'on nous dise pourquoi renégocier et sur quoi on va renégocier. Au demeurant, vous n'êtes pas d'accord pour une renégociation?
Mais écoutez, je ne peux pas dire si je suis d'accord ou pas, mais je dis qu'il faut qu'on règle ces préalables. Pourquoi négocier, sur quoi négocier. Et enfin, il faudrait également que l'opérateur économique, l'investisseur, accepte la renégociation. Et vous me permettez de poursuivre sur ce terrain. Oui. Il me semble que sur cette question, pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas des assises sur le secteur extractif et demander aux experts de se prononcer sur la question. D'accord. Donc, tant qu'on n'a pas réglé ces préalables, c'est-à-dire le consentement de l'investisseur, les raisons de la renégociation, sur quoi il faut renégocier, je pense qu'il est très dangereux de s'inscrire dans cette logique. Mais après, j'apporterai un bémol. Je me dis qu'aujourd'hui, nous avons élu un nouveau gouvernement. Il me semble qu'eux aussi, ils sont assez outillés pour nous dire sur quoi il faut renégocier. Et comment est-ce qu'il faut renégocier. Donc, puisque c'est le président de la République qui définit la politique en matière d'hydrocarbures et le ministre en charge des hydrocarbures qui la met en œuvre. D'accord. Et ces organes sont bien conseillés, notamment le président de la République, il est conseillé par le code Petrogaz. Petrogaz. Donc, merci beaucoup, professeur Patrice Badji. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Cher Sadibou Diouf, je termine en quelques mots avec vous. Avec la donne, avec cette nouvelle donne, est-il possible d'engager une renégociation? Moi, je conseillerais parce que ce qu'on entend dans les médias, c'est le pourcentage de 10%. Qui représente la part du Sénégal, que l'État sénégalais souhaiterait renégocier. Il me semble que c'est ça. Oui. Mais écoutez, je crois que nos collègues qui ont négocié ce contrat, ils l'ont fait sur la base de référentiels. Et souvent, ces référentiels dans les projets de développement, on peut dire que ça peut être des référentiels internationaux. Donc, en le comptant... Oui, parce que la part du Sénégal... Écoutez, connaissant moi, l'esprit d'un Sénégalais, nous avons travaillé, nous avons parcouru le monde du pétrole. Connaissant l'esprit du Sénégalais, on ne le trompe pas sur un contrat. On peut commettre une erreur, mais on ne se trompe pas. Moi, je ne conseille pas de renégocier le contrat. Actuellement, on est en poste. Sur Sangomar, c'est sûr, ils sont en train de faire les tests de performance des puits pour pouvoir justifier les 3 000 barils. Et une fois avoir cette certification et avoir cette donnée, je crois que laissons les gens travailler. Prenons le contrat qu'on a déjà signé. Mobilisons nos ressources là-dessus pour la maîtrise au moins des OPEX. Le CAPEX, il est connu, au moins pour les OPEX. Et en plus encore, il faut mobiliser les ressources humaines. D'accord. Il faut former les gens pour qu'ils aillent d'ici 3 ans, 5 ans faire la relève. Et ça va constituer une part des parts qui vont revenir au Sénégal parce que c'est les Sénégalais qui vont en payer. D'accord. Merci beaucoup. Merci, cher Sadibou Diouf. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Cher Sadibou Diouf, consultant pétrolier, formateur dans les métiers du pétrole. Merci également au professeur Patrice Badji, agrégé des facultés de droit spécialisées en contrat pétrolier, auteur d'un ouvrage sur le pétrole et le gaz au Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi. Présenté par Barthélémy Ngo, mise en onde Abdoulaye Diop, digitalement Issambay, réalisation Eladji Ndiogou Diène, chef d'édition Awambaye. Ndiogou sera là dans moins de 10 minutes pour le journal en Wolof. Ce sera à 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.